Bonjour à tous. On va donc commencer cette session consacrée au territoire et comment le modèle hospitalo-universitaire peut structurer son territoire à la fois en termes de formation, de soins, mais également d'innovation et de création de valeur. Alors tout de suite, il y aura un petit changement dans le programme, notamment en raison des contraintes d'agenda de Madame la ministre Firmin Lebaudot, et son intervention sera avant la table ronde. Donc sans plus attendre, et voilà Madame Alter, nous allons donc commencer cette session et donc je passe la parole à Cécile. Alors on va commencer par 3 interventions introductives et la première sera présentée par le professeur Isabelle Lafont, doyenne de la faculté de médecine de Nîmes-Montpellier. Merci. Vous m'entendez ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui m'est cher. Et je vais essayer de vous parler aujourd'hui de pourquoi et comment la formation des étudiants en santé est un levier majeur d'universitarisation des territoires. Et son corollaire, c'est pourquoi l'universitarisation des territoires est un levier majeur de transformation du système de santé. Alors je ne sais pas qui passe les dias, mais moi je n'ai pas de télécommande. Ou alors je ne la vois pas. Merci beaucoup. Alors, la question qui est derrière celle-là, bien évidemment, c'est le sujet des déserts médicaux, en sachant que les déserts médicaux, c'est une terminologie qui, à mon sens, doit être abandonnée et pourrait être remplacée par le terme qui dit inéquité d'accès aux soins, parce que certes, c'est un problème de médecins, mais ce n'est pas que un problème de médecins. Alors, le sujet de l'inéquité d'accès aux soins en territoire, il a été beaucoup étudié, il a fait l'objet de beaucoup de publications internationales, mais également à travers des rapports nationaux ou internationaux qui ont été publiés depuis une quinzaine d'années. Et on peut dire de façon synthétique, concernant les déterminants de l'installation des médecins en territoire, que l'incitation financière et la régulation de l'installation utilisée de façon isolée ont peu d'effet, que les dispositifs de soutien ont un rôle important dans les déterminants de l'installation à travers tout ce qui est facilité matérielle, tout ce qui est accès aux services publics, accès à des activités culturelles et sportives. On sait aussi que les organisations innovantes ont un rôle important. Par organisation innovante, on entend des choses comme l'exercice collectif, qui est particulièrement prisé par les jeunes médecins, également l'exercice collaboratif avec d'autres professions, médicales ou paramédicales, mais également des organisations innovantes autour de l'utilisation de la technologie, autour des nouveaux modes d'exercice qui sont également importants. Et puis on sait aussi, et ça c'est écrit dans la majorité des documents qui ont été publiés, que le rôle de la formation a un rôle très important. Alors agir sur la formation pour agir sur le système de santé, c'est d'abord agir sur le recrutement des étudiants, en particulier des étudiants en médecine. Vous connaissez tous cette courbe qui illustre l'évolution du nombre d'étudiants qui rentrent en deuxième année de médecine. Alors dans les facs, oui, on a augmenté le numerus clausus, oui, on augmente le nombre d'étudiants qu'on forme, on continue à l'augmenter, on va continuer pendant encore un certain temps. Et vous voyez très nettement cette cassure de la courbe qui se verticalise. Ça, c'est le début de la réforme du premier cycle, il y a 4 ans, avec des cohortes d'étudiants qui vont sortir en 2026 sous forme d'internes et en 2030 sous forme de nouveaux médecins. Donc c'est un levier important qui va s'accélérer. Agir sur le recrutement des étudiants, ce n'est pas uniquement agir sur le nombre d'étudiants en médecine, mais c'est également agir sur leur origine. Vous le voyez sur la diapositive, sur la colonne de gauche, on sait par la littérature qu'un des déterminants importants d'installation des jeunes médecins, c'est l'endroit d'où ils sont issus, et en particulier la localisation de leurs études secondaires, c'est-à-dire les études en lycée et en collège. Et la meilleure façon d'aller chercher des étudiants en territoire, c'est de délocaliser des PASS et des LAS en territoire. Et cette enquête que nous avons réalisée en 2023 sur les 35 facultés de médecine de France a montré que 30 à 50% des facultés de médecine actuellement ont territorialisé leur première année sous forme de PASS ou de LAS délocalisés. C'est un processus qui est en cours et qui devrait s'intensifier dans les années qui viennent. De la même façon, agir sur la formation pour modifier le système, c'est agir sur la localisation de la formation en la territorialisant. Et pareil, on sait à travers la littérature que les lieux de stage des étudiants en médecine ont un rôle sur les déterminants du lieu d'installation qu'ils vont choisir plus tard. Et ça, c'est plutôt pas mal adressé par les facs, dans la mesure où l'enquête que nous avons réalisée en juin 2023 a montré que la territorialisation de la formation en cycle 1 est active et effective pour 2/3 des facultés de médecine en France et que la territorialisation des étudiants de deuxième cycle est active pour 80% et plus des facultés de médecine actuellement. Ce process est en train de croître de façon très importante et
on peut dire que la réforme du deuxième cycle, qui a permis aux étudiants en médecine de retourner en stage en 6e année, est également un levier qui va faire évoluer les choses de façon plus rapide. La territorialisation de la formation, c'est aussi la territorialisation des internes, avec une politique incitative qui est avancée par les facultés de médecine pour leur quasi-totalité, en sachant que les chiffres sur la localisation des internes en territoire est extrêmement difficile à trouver. On n'a pas pu l'adresser à travers cette enquête facultaire. Et je remercie le professeur Olivier Palombi de m'avoir aidé à retrouver les données à partir des données de l'UNES et des données de la DGOS. Et cette courbe qui ne répond pas tout à fait à notre attente, qui montre l'évolution du pourcentage d'internes en CHU en France entre 2016 et 2022, et on voit que ce pourcentage croît. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on aurait aimé voir. Pour autant, il y a des explications à cette courbe, il y a des explications autour de l'attractivité des CHU, et on ne peut que s'en féliciter, bien évidemment. Il y a des choses autour d'une politique incitative qui mériterait peut-être d'être intensifiée au niveau des facultés, et puis il y a quelque chose autour de l'avènement de la gestion du temps de travail des internes, qui est quelque chose de bien, qui a démarré il y a maintenant une dizaine d'années au moment de la R3C, qui a diminué de fait le nombre d'internes présents, enfin le temps d'interne disponible dans les services, et qui mécaniquement augmente le besoin d'internes dans les CHU et qui a été mal compensé par les ressources humaines en CHU. Et donc pour pouvoir agir sur ce système, il y a probablement un levier autour de la densité de seniors dans les centres hospitalo-universitaires. Et puis agir sur l'universitarisation, agir sur la formation comme un levier d'évolution du système, c'est au-delà du nombre et de la localisation des médecins, il y a aussi quelque chose autour de la promotion de l'exercice pluriprofessionnel coordonné qui repose sur l'universitarisation des professions paramédicales. L'universitarisation des professions paramédicales, c'est monter en compétence les paramédicaux, c'est promouvoir les formations à Bac+5, comme les IPA en 2018 par exemple, et c'est favoriser l'émergence d'un corps enseignant-chercheur en sciences paramédicales. La vision nationale de ce sujet-là est extrêmement difficile à mettre en avant et les indicateurs sont difficiles à trouver. On n'a pas pu l'adresser à travers cette étude que nous avons faite sur les facultés de médecine en 2023. Et donc je me suis permise de contacter les CNU des sciences paramédicales. Vous avez ici une représentation schématique du nombre d'enseignants-chercheurs dans le CNU 91. Donc 91, c'est sciences de la rééducation et réadaptation. En vert, c'est les professeurs. En orange, c'est les maîtres de conf. Il y en a exactement 25 en France actuellement. Et vous avez encore plus préoccupant le CNU des sciences infirmières. Donc c'est la section 92, avec actuellement 4 enseignants-chercheurs en sciences infirmières sur le territoire. Un professeur et 13 maîtres de conf. Ça montre qu'on est loin du compte, qu'on est loin d'avoir maillé le territoire avec cette stratégie d'universitarisation exprimée à travers cet indicateur, qui est un indicateur parmi d'autres, et probablement le statut de mono-appartenant de ces enseignants-chercheurs n'y est pas pour rien. Et nous souscrivons à cette idée qu'il faut en faire des bi-appartenants. Et puis après, dans le sujet de la territorialisation de la formation, il y a la question des troupes qu'on va pouvoir mobiliser pour aller faire cette formation en territoire, et ça pose la question des enseignants en territoire. Alors, c'est pareil, cette donnée-là, on a eu du mal à l'adresser à travers notre enquête au niveau des doyens. Je me suis appuyée sur les données de la médecine générale, qui a un maillage territorial qui est actuellement plutôt efficace en termes d'enseignants-chercheurs. Vous avez ici les chiffres de maîtres de stage des universités, 12 500, de chefs de clinique et d'assistants universitaires de médecine générale, les professeurs associés, les maîtres de conf associés, et les professeurs et les maîtres de conf de médecine générale, avec un chiffre qui croît de façon régulière et des personnes qui sont très harmonieusement réparties sur le territoire. Et quand on met à côté la même chose pour les disciplines hors médecine générale, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose, avec des maîtrises de stage universitaires qui sont quasi anecdotiques et qui pourtant seraient intéressantes en territoire pour pouvoir mailler le territoire, avec des chefs de clinique et des assistants hospitalo-universitaires de territoire qui restent anecdotiques et dont seulement 14 facs sur 35 déclarent en avoir en 2023, les PAST et les MAS qui sont insuffisamment déployés, notamment dans les centres hospitaliers, et bien sûr des PUPH et des MCUPH qui sont totalement anecdotiques en France actuellement, en tout cas dans une vision territoriale des choses. Alors, quand on a dit tout ça, la question c'est quelle structuration et comment on agit sur le système à travers l'organisation de nos facs. Et moi je plaide pour l'organisation d'antennes universitaires de territoire. Quand je dis moi, en fait, je devrais dire nous, puisqu'il y a un certain nombre de modèles en France qui sont très aboutis. Je n'ai pas pris le risque de vous présenter un modèle particulier, je vais vous montrer une forme générique du modèle qui repose sur les éléments suivants. D'abord des grosses facs qui vont aller créer en territoire ce qu'on appelle des antennes universitaires de territoire
souvent implantés dans les centres hospitaliers généraux, et je vais revenir sur le maillage autour, qui vont permettre de faire ce que je vous ai dit au début, d'aller installer dans des antennes universitaires des premières années délocalisées qui permettent d'aller capter les étudiants dans les territoires, avec la complicité des petits points verts qui sont les lycées avec des options santé qui vont permettre d'éclairer des jeunes lycéens sur la capacité à faire médecine. On peut se projeter pour aller faire médecine, même si on n'a pas le tissu socio-économique qui permet d'être soutenu pour aller étudier dans la grande ville, qui vont permettre de déployer bien sûr des formations en territoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le concept d'antenne universitaire de territoire, c'est une implantation dans les centres hospitaliers non universitaires, dans les MSP, MSPU, donc dans les CPTS. C'est en appui sur le maillage territorial des instituts paramédicaux qui vont faire le berceau de ces stages interprofessionnels qui pourront se déployer dans les antennes universitaires et qui doit être bien sûr soutenu par une politique très forte de création d'une flotte d'enseignants territoriaux pour pouvoir animer tout ça. Et puis bien sûr, ça ne peut pas se faire sans les ARS régulatrices et sans le soutien des régions, des départements et des collectivités territoriales pour nous permettre d'avoir un tissu bâtimentaire qui permet d'avoir des résidences étudiantes qui accueilleront ces étudiants en territoire. Et pour terminer, c'est ma dernière diapo, tout ça, ça s'intègre dans un processus global qu'il faut élargir. J'ai mis UFR, j'ai parlé UFR médecine, mais bien évidemment, c'est UFR santé dont il faut parler avec la pharmacie, l'odonto et les départements de maïeutique. J'ai parlé UFR, mais on doit avoir des grosses facultés de médecine dans des grandes universités à cause de la fertilisation scientifique et de la dynamique de recherche que peuvent impulser les universités, en appui sur les organismes nationaux de recherche, en appui bien évidemment et en lien intrinsèque avec des gros CHU et avec un maillage territorial qui peut être complété par le tissu industriel sur le sujet de l'innovation. Et tout ça, ça s'appelle la politique de site, ça exprime la convergence des territoires universitaires de soins, d'enseignement et de recherche. Ça doit être quelque chose de fort, quelque chose de structuré. Moi, je viens d'Occitanie. En Occitanie, on parle de PAC, qui est un des piliers de transformation du système de santé. Voilà, je vous remercie.